Trust the process. Trust the process. And trust the process. Trust the process. This process. Processus, le podcast. Avec Anthony Marcotte, Martin Thériault et Marco D'Amico. Trust the process. Trust the process. Bonjour à tous, bienvenue au 21e épisode de notre saison de Processus. J'espère que vous avez passé une belle semaine. On a eu beaucoup de hockey à regarder au cours des derniers jours, justement aux Jeux olympiques. Quelques belles surprises. On va en parler abondamment au cours des prochaines minutes avec nos collègues Martin Thériault et Marco D'Amico. Les boys, êtes-vous en forme? En forme certain. Moi, j'ai hâte d'entendre Marco sur Damian Clara après sa déclaration d'amour la semaine dernière. Ça nous prend du Marco avec Damian Clara. Ouais, écoute, la semaine, c'est très bien passé. Juste de voir le premier match avec l'Italie où Clara a fait 47 arrêts? Incroyable. Honnêtement, une des performances les plus drôles que j'ai vues. La Suède a sué. Vraiment, là, c'était incroyable de voir. Mais ensuite, ça s'est replacé. Ils ont perdu 11-0, l'Italie, si je me trompe. Des parents de famille, ces gars-là, là, c'est des pauvres pères de famille qui ont de l'argent à faire, puis des jeunes à nourrir. Puis 11-0, je trouve que c'était sévère. C'était sévère. Ouais, mais on comprend avec tout ce qui est les différentiels de but, il se faut. Et c'est exactement ce que le Canada a fait durant ces 3 matchs aussi. C'est pour ça qu'il figure dans le premier rang de l'hiérarchie de ce tournoi. Ouais, pour critiquer tant qu'on voudra le format du tournoi. Après une phase préliminaire, habituellement, il y a des éliminations, ce qui n'est pas le cas aux Jeux olympiques. On va connaître ça dans les prochains jours. Avant de sauter dans le vif du sujet, on remercie notre partenaire cette semaine pour notre podcast, les gens de NordVPN. Comment ça fonctionne, un VPN? Bien, c'est surtout très, très pratique lorsqu'on voyage à l'étranger. Si on veut continuer de regarder ce qu'on préfère comme contenu canadien, notamment dans nos sites de streaming, etc., le VPN devient extrêmement pratique. C'est pas compliqué. En voyageant à l'étranger, on a l'impression d'être à la maison avec NordVPN. Pour plus de détails, comme vous le voyez à l'écran, vous devez cascader justement le petit code barre et vous accédez à tous les détails, notamment les différents forfaits que vous propose NordVPN. On vous remercie de la part de toute l'équipe de Processus et de la commission athlétique. Nos manchettes aujourd'hui, avant d'entrer plus tard dans notre top 5 de la semaine qui va concerner les joueurs de la LHJMQ qui sont admissibles au prochain repêchage, le top 5 des gars de la Q, admissibles au repêchage, qui va sortir premier et qui va sortir deuxième, et ainsi de suite. On va se prononcer là-dessus dans notre deuxième segment de l'émission. On aura également les questions du public et l'espoir de la semaine de Marty. Mais sautons dans le vif du sujet avec nos différentes manchettes. Tiens, j'ai le goût de lancer ça aujourd'hui, messieurs, avec Juraj Slafkovský qui domine les Jeux olympiques. On l'a abondamment vanté il y a 4 ans, mais il n'y avait pas de joueur de la Ligue nationale. Mais coudonc, il est aussi dominant qu'il l'était il y a 4 ans. 4 ans de maturité, il ressort du lot une tête de plus que les autres. Et voilà la Slovaquie dans une superbe position pour la suite des choses, rendue directement en quart de finale. C'est la plus belle surprise des Jeux dans le tournoi de hockey masculin. Ako Slafkovský. Ce qu'ils disent en Slovaquie en ce moment, là, c'est incroyable comment, à chaque fois qu'il représente son pays, il est capable d'élever son jeu d'un cran. Je pense que c'est une des qualités que j'aime beaucoup de Slafkovský. Le moment que les jeux deviennent un peu plus serrés, tu es dans une phase éliminatoire, les séries, il a toujours su élever son jeu. Puis je pense que vraiment là, avec la maturité qu'il a pris cette année, je te dirais le coup de pouce que la compagnie de construction italienne a fait tant qu'à les dimensions de l'aréna, une zone neutre plus petite, ça permet d'un joueur comme Slafkovský à dominer en transition. Et on le voit. Écoute, il est utilisé à toutes les sauces. Oui, il y a l'aspect offensif quand même excellent en termes de 6 points en 3 matchs, là, si je me trompe. Donc, quand même excellent de sa part. Déjà 10 buts en 10 matchs olympiques. C'est vraiment le fun à voir, mais ce qui m'importe le plus, c'est la façon qu'on l'utilise en fin de match. Il était là à la fin du match pour essayer de s'assurer. On se souvient contre la Suède, 5-3 Suède, mais c'est la Suède qui sort son gardien, Slafkovský sur la glace pour les dernières minutes pour essayer de non seulement arrêter les Suédois de marquer, mais aussi s'assurer qu'il peut prendre possession de la rondelle et faire filer le temps le plus possible. Donc pour moi,
un joueur qui est excellent des deux côtés de la glace, excelle en transition. C'est une des étoiles de ce tournoi-là. Moi, je pense qu'il y a un aspect qui m'impressionne énormément. On a commencé à le voir à Montréal au début de la saison, mais là, de le voir aux Jeux olympiques contre la crème de la crème, Marco en a parlé, la Suède, je comprends que c'est pas parfait en ce moment. C'est plus le Kazakhstan. Où est le Kazakhstan? Il était juste capable de marquer contre le Kazakhstan. C'est ça qu'on s'est fait dire en 2022. Ouais, exact. Mais c'est ça, dans le cas de Slavkovski, ce que je trouve intéressant, c'est sa prise d'information lorsqu'il a la rondelle, lorsqu'il est dans le coin, par exemple, qu'on le met sous pression. Avant, c'était beaucoup plus simple. C'est pas un défaut, là. Tu peux l'envoyer le long de la rampe, tu peux faire des jeux simples, mais de contrôler la rondelle comme il le faisait, de prendre ses informations autour de lui. Puis là, je parle dans les coins, mais même en transition, je l'ai vu prendre la rondelle, puis commencer à déjouer 2 ou 3 joueurs, de prendre de l'espace autour de lui, puis je pense que c'est instinctif, là. C'est pas que 2 secondes plus tôt, il se dit « je vais déjouer tout le monde », là. C'est du QI hockey, c'est de l'intelligence, c'est du sens du jeu, c'est de la lecture de jeu. Et ça, c'est ce que je trouve intéressant. Marco en a parlé, la petite patinoire fait en sorte que tu as encore moins d'espace, c'est encore plus tenace, c'est encore plus intense le long des rampes. Ça, on savait qu'il était physique. Mais c'est vraiment ça, c'est qu'il ait des talents un peu plus de fabricant de jeu. Je suis pas en train de dire qu'à Montréal, ça va devenir son pain et son beurre. Mais c'est un aspect qui est vraiment intéressant, je trouve, là, de la façon qu'il se comporte. C'est pas simplement qu'il tire ou qu'il est physique. Il a trouvé une façon d'ajouter un autre élément à son jeu. Lui, il sort le pain, là, j'ai faim. Juste pour ajouter à Slavkovski, je pense qu'une des choses que je trouve intéressant, c'est l'utilisation sur l'avantage numérique. Avec le Canadien, il est devant le filet ou il est dans l'enclave, le bas de l'enclave, on va dire. Avec la Slovaquie, il joue plutôt le haut du cercle gauche. Et ça lui permet un peu de mobilité, non seulement est-ouest, mais nord-sud, pour qu'il puisse prendre un peu plus de temps pour décocher ce qui est devenu, selon moi, un excellent tir, un très bon release, une très belle puissance. Et écoute, je pense qu'on le voit, là, c'est vif, ces tirs sont plus précis, sont plus forts. Je te dirais aussi que le timing est là. Il a vraiment pu capter quand être capable de faire ses jeux. Donc, moi, c'est ce genre de polyvalence-là sur un avantage numérique qui parle vraiment du QI hockey que Marty est en train de démontrer. Pour moi, là, c'est la chose que j'aime le plus parce que si on se souvient, Slavkovski, quand il a commencé avec le Canadien, il était un peu... Les choses passaient très vite. Ne savait pas nécessairement où se placer. Il ratait beaucoup de rondelles quand il faisait ses tirs sur réception. Le synchronisme n'était pas là. Là, puis c'est là vraiment à un niveau élite. Donc, pour moi, ça l'augure bien. Ceci n'est pas par chance. Exact. Puis, ce que tu mentionnes au sujet de l'avantage numérique, c'est une position qu'on ne l'a jamais vu dans la Ligue nationale. Non. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose que Martin Saint-Louis va considérer de le placer là? Non. Ou c'est tout simplement circonstanciel relié aux Olympiques? Ouais, c'est parce que c'est une question de casting, je pense. C'est ça le problème. Ouais. Tu sais, t'es à Montréal, t'as Nick Suzuki sur l'avantage numérique, t'as Ivan Demidov, t'as Cole Caulfield, t'as beaucoup d'autres options. Tandis qu'avec la Slovaquie, on en a parlé la semaine dernière, les deux vraies options offensives, c'est Juraj Slavkovski et Dalibor Dvorsky, qui en passant, on l'utilise souvent à droite pour le lancer des poignets parce que c'est un aspect qui est vraiment très dominant et tout ça. Donc là, c'est normal. Tu l'utilises dans les endroits clés. Puis je vais te ramener en arrière. En 2022, aux Jeux olympiques, Slavkovski était utilisé à peu près au même endroit. Ouais. Puis il trouvait une façon de marquer de cette façon-là. Son tir sur réception était dévastateur. Il était capable d'aller se démarquer. Mais quand tu arrives au niveau supérieur, c'est que oui, tu as un joueur qui est très bon, mais tu as les autres aussi. Là, ouais, puis, juste pour en ajouter un peu plus là-dessus, Cole Caulfield, quand il jouait au Wisconsin, à sa dernière année dans la NCAA, où il a vraiment pris une poussée en avantage numérique, on l'utilisait non à sa place de prédilection, qui est le cercle gauche, on l'utilisait à la pointe droite après le championnat du monde junior. Puis ça lui permettait un peu plus de temps avec la rondelle, ça lui permettait de créer des jeux, ça lui permettait plus de touches. Parce que c'était plus simplement juste un marqueur, ça devenait aussi un excellent fabricant de jeux. Puis dans le temps, tu avais Dylan Holloway qui jouait avec les Badgers de Wisconsin. Le chimie entre les deux lui permettait de ne pas simplement être le franc-tireur. C'est un peu ce qu'on voit en ce moment avec Slavkovski dans le système de la Slovaquie. Puis tu l'as dit, Dalibor Dvorsky, l'autre bord pour des one-timers.
il n'y a pas meilleure personne pour lui refiler une rondelle comme ça que Slavkovski. Donc, tu as l'option tir, tu as l'option passe. C'est comme ça que la Slovaquie est capable d'être dangereux en avantage numérique. Ouais, puis c'est vrai, on voit de très belles choses de la part de Dvorsky. On avait mis la table là-dessus la semaine passée, d'ailleurs. Donc, messieurs, vous aviez vu juste en ce qui le concerne. Le gardien Rabaille, il a fait du très bon boulot aussi. Lui, on l'a connu avec le Phoenix de Sherbrooke. Ouais. Du côté de Sherbrooke, c'était cette fameuse saison de la pandémie où il faisait partie de la meilleure équipe au Canada à ce moment-là. La saison a été sabordée. On ne saura jamais où le Phoenix serait allé avec ce gardien-là devant le filet. L'excellente équipe qu'ils avaient du côté de Sherbrooke avec les Samuel Poulain, les Joshua Roy et compagnie. Mais là, c'est comme s'il redevient un petit peu là, sous les feux de la rampe. Le Wild, ça semble quand même avoir de la profondeur à la position. Ils ont des gardiens de but partout. Le Wild. Les gardiens sont partout. Ouais, je pense qu'il faut faire attention. Je serais très heureux de dire que le Wild a une énorme profondeur. Là. Et je pense qu'il faut en prendre en laisser un peu avec les. C'est très bien, je veux dire, il fait très très bien. C'est le meilleur gardien de but de la Slovaquie. Il donne vraiment une chance à cette équipe-là de l'emporter. Là, maintenant, de dire est-ce qu'il y a vraiment un avenir dans la LNH? Je dis que parfois, les statistiques, ça ne fait pas foi tout, mais là, allez voir ces statistiques dans la Ligue américaine avec le Wild de l'Iowa. C'est très peu chic. Puis pour avoir vu des matchs, puis je pense que ça le démontre beaucoup, Samuel Lavaille, c'est que Lavaille, c'est un gars compétitif. C'est un gars qui abandonne pas sur les rondelles. Il va toujours être quand même bien positionné, mais moindrement que ça commence à bourdonner. Ou s'il donne un retour ou que justement, ça s'installe un peu plus, là, il commence à devenir croche. Ouais. À un moment donné, il y a des ouvertures entre les jambières. À un moment donné, il devient complètement déporté dans son filet. Ça donne une foule de chances de marquer. Et là, la Slovaquie, moi, je pense que la chose très sous-estimée chez la Slovaquie, c'est le jeu défensif. Je trouve que la paire de Martin Fervari et Simon Nemeth joue super bien. Donc, Lavaille fait les premiers arrêts. Puis par la suite, on est capable de faire le travail. On est capable de faire en sorte qu'on ne donne pas trop d'autres chances. Ouais. Et quand ça arrive, on l'a vu contre la Suède, là, ça pénètre dans le filet. Ouais. Là, c'est un peu plus compliqué. Puis avec le Wild, là, je l'ai vu. Puis le Wild de l'Iowa, en passant, c'est peut-être l'une des pires formations de la Ligue américaine. Là. Justement, des passes transversales, il y en a pas mal plus. Des gars qui s'en vont au filet, il y en a pas mal plus. Puis bien honnêtement, là, je vais te donner un autre ancien de la LHGMQ, Riley Mercer, l'ancien des Voltigeurs de Drummondville. Comparé performance pour performance, je trouve que Mercer joue du meilleur hockey. Puis je vais même rajouter William Rousseau là-dedans. C'est compliqué, je trouve, pour Lavaille. Là. Mais pourtant, il arrive aux Olympiques, puis il fait les arrêts. Lavaille a clairement blessé Marty. On va se dire, là, faut être mieux à Iowa. Là. On s'attend de plus de eux, là, parce que sinon... Ouais, mais là, ça, c'est Greg Cronin, puis c'est un problème depuis plusieurs années, mais c'est vraiment plus pour dire que t'as toujours des gardiens qu'une fois qu'ils ont le poste de numéro 1 dans une structure défensive et surtout dans une équipe qui a de l'émotion, on le sait, la Slovaquie, les partisans sont là, on est vraiment très passionnés, on rehausse notre jeu d'un cran un peu par la force des choses. Là, maintenant, de dire est-ce que Lavaille a un avenir dans la LNH, on se garde une gêne. Là, c'est quand même une belle situation dans laquelle se trouve la Slovaquie. On parlait de la situation au classement, du format un peu particulier qu'on retrouve aux Olympiques. Ils se retrouvent garantis de participer au quart de finale avec un adversaire qui va être prenable pour eux à toute fin pratique. Ça devrait être l'Allemagne en quart de finale. Donc, dans le cas de la Slovaquie, de Slavkovski puis de tous ses compatriotes, c'est quand même toute une expérience olympique. Oui, il y a une sérieuse possibilité d'avoir une médaille. Encore une fois. La demi-finale va être intéressante de voir qui se rend, là, mais c'est certain que l'Allemagne versus la Slovaquie, oui, t'as Stutzla, t'as Seider, t'as Leon Draisaitl, mais je crois que ça serait hyper intéressant de voir comment ça va se mesurer parce que je crois que la défensive en général de la Slovaquie est meilleure que celui de l'Allemagne. Ouais. Donc, ça va être intéressant pour moi de voir. La seule place où j'ai peur, puis je pense qu'on l'a vu contre la Suède, les batailles au centre, les mises au jeu ont coûté la Slovaquie beaucoup contre la Suède. Donc, je serais très intéressant de voir comment que ça va se donner si c'est l'Allemagne qui bat la France et se rend en quart de finale contre la Slovaquie. D'ailleurs, on va faire suite à la manche de notre ami Marty. On va rester dans la thématique olympique pour continuer notre analyse un petit peu de ce qu'on faisait en mettant la table la semaine passée. Maintenant, on a des vraies données à l'appui avec les matchs qu'on a vus pendant les Olympiques. Ouais, bien évidemment, là, je pense que c'est assez facile de le voir. Là, le jeune Albert Smith, ce jeu des défenseurs admissibles au repêchage. Là, les gens, bon, évidemment, il y a eu le mondial junior où on avait déjà eu un premier avant-goût. Mais là,
Moi, personnellement, en tant qu'amateur d'espoir, là, c'est exactement le genre de choses que j'adore. Il s'en frotte les mains en plus. Qui, là, tu veux le tester, tu dis, je veux la meilleure opposition possible au monde. Ouais. Ouais. Puis ça arrive une fois ou 3 ou 4 ans, ça. Et là, Albertinitz débarque contre les Américains. Puis là, les Américains, c'est correct, obtenu 28 ou 19 minutes, va simplement continuer à être meilleur. Là, ce qu'on voit, puis ce qui est très anecdotique, c'est le match contre les Américains. Moi, j'ai trouvé que ces 2 ou 3 premières présences, et c'est tout à fait normal, c'était compliqué. Ça allait vite. Des joueurs comme Tage Thompson arrivaient parfois, tournaient sur Smith, c'était plus compliqué. Tu voyais qu'il était peut-être un peu perdu, mais il y a une séquence que j'ai retenue à un moment donné. Il est en sortie de zone, il prend la rondelle, puis là, c'est comme s'il était tellement habitué d'avoir de la pression sur lui, il se débarrassait de la rondelle rapidement, mais là, il regardait, c'était complètement libre, il y avait plein de lignes de passe, il pouvait transporter la rondelle, puis c'est comme s'il s'est dit « Hey, je peux patiner, je peux faire des jeux avec les meilleurs au monde, avec les Américains. » Et là, il y a, premièrement, sur ce jeu-là, une bombe qui n'a pas mené à grand-chose, mais qui a quand même fonctionné. Et par la suite, tu l'as vu se nourrir de ça. Les relances efficaces, l'exécution efficace. Ça, c'est un aspect qui est encore plus hallucinant contre certains joueurs très imposants. J'en ai noté 2. Auston Matthews et Brock Nelson. Albert Smith débarquait dans les coins contre ces gars-là, puis était en mesure de récupérer des rondelles, de gagner ses bagarres, d'être physique. Est-ce qu'offensivement, il peut s'améliorer? Oui, quoique j'ai vu quand même quelques flashs. Mais au niveau physique, défensif, les relances, la façon de jouer rapidement avec la rondelle, là, écoute, tu sais, s'il est déjà capable de faire ça à 18 ans, je le dis souvent, c'est une projection de qu'est-ce que le joueur va devenir dans 4 ans. Prometteur, disons. Puis il joue sur une glace hybride en Finlande. Donc, il faut aussi prendre en considération qu'il doit s'habituer à une plus petite glace, moins de temps pour faire des jeux. La vitesse d'exécution est à un autre niveau parce que tu as les meilleurs du monde qui jouent contre toi. Je pense que son tournoi s'est juste amélioré le plus qu'il allait. Oui, il y a la transition. Moi, ce que j'ai aimé, c'est le jeu défensif. C'est pas il y a 18 ans, puis c'est un joueur qui se laisse pas imposer physiquement. On l'a vu, oui, contre les États-Unis, mais tous les matchs après, j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu de sa part. Toujours sur la rondelle, fort sur la rondelle, il ne se laissait pas pousser. Était capable de protéger, lui, se créer un peu de temps, faire la passe à un autre coéquipier. C'est des choses que les recruteurs vont regarder parce que ça, si t'es capable de le faire contre les Américains ou les meilleurs éléments de d'autres pays qui jouent présentement dans la Ligue nationale, ça l'augure bien pour une carrière parce que ça, ce genre de capacité-là, ça se transfère très bien au style de la Ligue nationale parce que là, on est en train de jouer le style de la Ligue nationale A+, en ce moment-là. Je te dirais que la vitesse d'exécution dans ce tournoi-là, elle est de toute beauté. Et de voir un jeune de 18 ans être capable de suivre en défensive, très rare de ça. Encore une fois, moi, quand je le regarde jouer, là, je vois juste un Moritz Seider gaucher devant moi. Puis la façon qu'il joue, il va être repêché aussi haut, sinon plus haut que Moritz Seider cet été. Ben, c'est intéressant qu'on y aille dans ces comparaisons-là parce que, comme tu le disais, Marty, la situation de Smith cette année, je veux dire, ça arrive qu'il tombe dans son année de repêchage, qu'il y a une ouverture qui se crée, il joue pour la Lettonie jusqu'aux Jeux olympiques. Ouais. Il est chanceux d'une certaine façon de profiter de ça. Puis c'est intéressant parce que là, vraiment, les recruteurs vont avoir des données concrètes sur l'adversité qu'il a pour la suite des choses. À ton avis, est-ce que ça, c'est assez pour devenir le premier défenseur repêché au prochain repêchage? Assez, je le sais pas. Parce que t'as Chase Reed qui, lui, ne bénéficie pas de... Il peut pas être là. Ben, il pourrait, mais en même temps, de passer en avant des Américains. Lane Hudson n'était déjà pas là, Chase Reed, je m'excuse. Ouais, c'est ça. On critique Bill Guerin de pas avoir choisi Lane Hudson si on fallait amener Chase Reed à la place. Il y aurait une émeute à Montréal. Ben ouais. Exact. Donc, tu sais, Chase Reed montre des choses très intéressantes. Puis, à un moment donné, c'est que tu veux... Pour des premiers défenseurs, des joueurs que tu repêches très haut, l'aspect offensif. Ouais. Chase Reed, là, les relances sont là. Le coup de patin est hallucinant. C'est un gars mondial junior qui a montré qu'il avait un excellent sens offensif, capable de repérer des coéquipiers. C'est des choses que Smith ne montre pas encore. Sauf que Smith, c'est pour la comparaison avec Moritz Seider, parce que j'essayais de me souvenir comment il était Seider à son année de repêchage. Puis je me souviens, on l'avait découvert un peu plus vers le tard. Hein, c'est vraiment à la fin. Puis son rang de sélection, on avait surpris quand même pas mal là, au moment où que les Red Wings l'ont pris. Finalement, ça s'est avéré un excellent coup. Non, parce que regarde ce repêchage-là en 2019, tu mettrais où Seider en ce moment? Qui serait le premier choix en 2019?
ce qu'on voit souvent dans les repêchages réorganisés, c'est t'as le choix entre. Souvent, c'est Jack Hughes qui est le premier, et là, par la suite, c'est Sider qui est deuxième. Je pense qu'avec les blessures de Jack Hughes, il faut vraiment se poser la question. Parce que vraiment, les Red Wings ont un premier défenseur avec lui. Premier défenseur droitier qui joue à un niveau du Norris en ce moment en Détroit. Est-ce que ça vaut plus qu'un premier centre de 90 points qui est blessé 50% de la saison? Qui n'a pas fait ses preuves en séries éliminatoires. Ça aussi. C'est un bon débat. Ouais, je pense que ce serait un débat pour un autre jour, ça, mais je pense pas que Je pense qu'au pire des pires, là, tu peux dire deuxième ou troisième au minimum, puis avoir un débat sur le premier choix. Mais moi, ce que j'allais dire avec Albert Smith et Moritz Seider, c'est que je pense qu'au même âge, puis c'est sûr que Smith c'est un late, là, mais je pense qu'il est meilleur que Seider au même âge. Ouais. C'est à peu près le même gabarit. Il joue plus rapidement. Seider, s'il y a une chose que je peux le critiquer un peu, c'est ses relances. C'est pas un joueur très offensif qui est capable d'amener des points quand même, mais c'est tout est fait plus au ralenti. Il est plus dominant parce qu'il est gros. Mais Smith, je mentionne, ses premières passes sont bonnes. Il a la rondelle, il sait déjà ce qu'il va faire. Puis là, je vais me ramener au même âge. Là, ça s'est développé dans le cas de Seider. Mais l'insouciance, si tu veux. Smith, tu vois qu'il déborde de confiance. Il arrive contre des gars, justement, des vedettes de la LNH. Puis il arrive déjà dans le coin. Écoute, j'ai regardé une séquence à un moment donné contre l'Allemagne. Il est en avantage numérique. Puis on s'entend, là, il est avec des vétérans de 10, 15 saisons qui ont vu neiger. Puis il tape sur la glace pour recevoir la rondelle. Je me mets à sa place. Là, moi, j'aurais jamais osé taper sur la glace pour vouloir la rondelle. Donc, je trouve que tous ces aspects-là, dans le cas de Smith, selon moi, au même âge, là, il est en avance sur Seider. Il y a certains éléments, pour moi, il est plus vite en termes d'exécution. C'est certain que Seider, je le voyais plus physique. Au même âge, là, je pense que des tournois internationaux, il prenait vraiment avantage de son frame pour s'imposer. Je pense que ça va venir avec la confiance pour Smith par rapport à ça. Là. Mais écoute, pour ça que j'ai dit, moi, personnellement, je vois juste un Seider gaucher. Puis c'est un très bon compliment pour Smith. À droite, comme tu disais la semaine passée. Il joue régulièrement à droite dans la Liga. Donc ça aussi, c'est un élément intéressant, là, pour le prochain repêchage. Un club en reconstruction qui se cherche potentiellement un défenseur de première paire, sinon un défenseur potentiellement numéro 1 capable d'avoir cette polyvalence-là. Un de ces équipes-là va être très content de lui sélectionner dans ce repêchage à venir. Cette semaine, on surveillait un affrontement de premier plan entre l'Université du Michigan et l'Université Penn State. Pourquoi? Parce que d'un côté, on a Michael Age qui connaît une autre excellente saison avec Michigan et de l'autre, c'était le retour de Gavin McKenna dans la formation. Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans ce face-à-face entre les deux joueurs, Marco? Ben écoute, Michael Age a fait qu'est-ce qu'il fait toujours. C'est un excellent fabricant de jeu. Pas eu de but, mais il y a eu 5 passes durant la fin de semaine. 3 passes le premier match, 2 passes le deuxième. Quand même. Ouais, c'était quand même un festival offensif pour le Michigan. Mais il faut se le dire, là, c'était pas juste Michael Age. Je pense que Adam Valentini, un autre qui va être dans le repêchage de 2026, a très bien fait. TJ Hughes. Encore les joueurs de descendance italienne. Écoute, je vais pas commencer à me vanter, là, c'est pas mon genre. Mais it happened. Par rapport au Michigan, tu avais aussi le capitaine TJ Hughes, qui est un des meilleurs marqueurs du circuit NCAA. C'est vraiment lui et Michael Age. Will Orkoff, avec qui on parlait beaucoup en début de saison, un peu ralenti côté offensivement. Fait que c'est vraiment TJ Hughes et Michael Age qui sont vraiment les bougies d'allumage pour cette équipe-là. Donc, pour moi, Michael Age, écoute, vraiment intéressant de le voir aller en avantage numérique, toujours. Il trouve ses coéquipiers. Les passes transversales, il est excellent. Il est excellent à être capable de trouver la ligne de passe. Il va être tellement dangereux dans les rangs professionnels avec ça. Par contre, ce que j'ai aimé un peu plus de fin de semaine-ci, contre Penn State, tu t'attends à un match un peu plus physique. Puis il n'y a pas nécessairement... Par le passé, je pense que même Marty puis moi, on le faisait, là, on lui reprochait de peut-être pas utiliser son physique dans les coins ou de rentrer dans la zone et trop facilement se porter vers l'extérieur. Il a joué avec un peu plus d'aplomb en fin de semaine, puis c'est ça que j'ai aimé le plus. Il a joué avec beaucoup d'acharnement. Il y avait une passe qu'il a faite où il sortait du coin, il s'en allait directement au filet. Il a vendu le tir, il a fait la passe transversale à la place, puis ça l'a donné le but gagnant. Donc pour moi, encore une fois, c'est comme... Il n'y a plus cette peur d'aller vers le filet avec la rondelle. Il s'attaque, il joue en confiance,
Puis ce genre de Michael Age-là, ça va être très difficile à contrer. Si je me trompe, il y a quoi? Il y a 42 points en 30 matchs maintenant. Là. C'est quasiment 1,5 point par match. Une excellente saison pour lui. Puis encore une fois, s'il continue comme tel, je pense qu'il n'y aura aucun débat où il va finir la saison. Je suis d'accord avec l'aspect physique. Écoute, je le regardais, là, puis je me disais, puis, écoute, on le regarde depuis quand même longtemps, puis on l'a vu au Mondial Junior, donc ça fait pas si longtemps que ça que c'était la dernière fois que je le voyais. Là. Je me disais, il a pris du coffre, pas à peu près, il est vraiment plus solide. Puis là, t'en arrives au point où on disait la même chose de Lane Hudson à Boston University à 19 ans. On disait la même chose de Cole Caulfield à Wisconsin à 19 ans. Présentement, Michael Age est trop fort pour la NCAA. Et là, ça fait en sorte que même où tu pouvais lui reprocher des choses, justement, physiquement, Marco a un bon point. Mais moi, l'aspect qui m'a renversé le plus en fin de semaine, j'ai hâte de voir d'autres matchs pour voir si ça se valide, mais même défensivement, je trouvais qu'il avait de meilleures lectures de jeu. Oui, c'est toujours quelqu'un qui aime plus aller vers l'avant, aller mettre de la pression, et là, ça fait en sorte que parfois, les ailiers doivent revenir, mais c'est un joueur qui, parfois, je pense que son sens de jeu, ses lectures de jeu sont meilleures. On le voit un peu plus revenir à aider un coéquipier et se placer derrière en cause s'il y a une contre-attaque. Donc, aussitôt, tu peux mettre de la pression, tu peux éviter justement les entrées de zone adverses, tu peux contrer tout ça. Michael Age le fait beaucoup mieux. L'aspect physique, pas mal plus efficace, pas mal plus dangereux pour aller soutirer les rondelles, pour repousser les joueurs le long des rampes. Et là, si ces aspects-là sont maintenant rendus bons pour la NCAA, ben, je le répète, c'est l'étape NCAA est terminée pour lui. Puis bien honnêtement, je suis pas certain que c'est la Ligue américaine pour lui. Je pense que ça serait le step en haut directement dans son jeu. En termes de talent pur, puis en termes de la façon qu'il est capable de jouer, si on parlait du Canadien de 2022, 100% d'accord. Ouais. C'est plus ça. C'est plus. Là, ça va devenir le casse-tête de l'alignement avec le Canadien, puis c'est là où ça va jouer. Mais je suis 100% d'accord avec Marty sur la qualité de son jeu. La qualité de son jeu, je ne vais pas lancer le monde en flamme, là, parce que qu'est-ce qu'il a fait après, qu'il a fait le saut à la Ligue nationale est différent. Mais je crois qu'il est au même niveau d'exécution que Cole Caulfield l'était en 2021. Maintenant, est-ce qu'il va partir en feu durant les séries, puis le Canadien vont se rendre en finale? Attachez vos trucs, là, calmez-vous. Peut-être pas. Mais est-ce que côté NCAA, la façon qu'il joue en ce moment, il est au même niveau d'exécution? Est-ce que c'est. Parce qu'il faut se le dire, là, Cole Caulfield a gagné l'O.B. Baker. Exact. Est-ce que Michael Age est au calibre en ce moment du O.B. Baker? Est-ce qu'il va le gagner? Peut-être pas. Est-ce qu'il, selon moi, pourrait être un des 3 finalistes? Je pense que oui, avec la façon qu'il joue, même si c'est pas le meilleur marqueur de son club, l'offensive passe par lui. La création d'offensive passe par lui. C'est pas par chance. Will Orkoff joue plus avec Michael Age. Pas par chance que soudainement sa cote de but a commencé à descendre. Qu'on l'utilise sur un 3e trio à la place du top 6. On utilise davantage maintenant Malcolm Spence et Adam Valentini avec Michael Age sur le 2e trio. Pas par chance que Valentini, ses chiffres ont commencé à augmenter de petit à petit depuis 3-4 matchs. Là, ça commence vraiment à ouvrir la machine. Donc, pour moi, je le dis, puis je continue à le dire, Michael Age, pour moi, pourrait être une bonne option pour le CH comme renfort en série, lui donner un petit match ou 2 avant la fin de la saison, dépendamment de ce qui se passe avec le Michigan. Mais sinon, écoute, ça va être extrêmement intéressant de voir ça va être quoi la décision du Canadien rendue en septembre 2026. Parce que, et puis, avant même d'arriver là, il y aura des décisions à prendre maintenant. Il va fort probablement signer professionnel à la fin de sa saison. Mais est-ce qu'il est bon au point de faire réfléchir Kent Hughes dans ses mouvements de personnel du 6 mars? De dire, là, Age, je pense vraiment qu'il peut nous aider. Faut penser à lui faire de la place. Est-ce qu'on en est là où on se dit, ben, comme on pourra grossir le nombre d'effectifs, si est aussi bon on le pense, ben, il nous froissera la main, ben, on tassera quelqu'un. Peut-être pas de là à tasser quelqu'un. Moi, je pense que tu as quand même intérêt de garder ton top 12, de garder quelque chose d'assez solide. Par contre, est-ce qu'il peut t'inciter à ne pas aller chercher du renfort ailleurs? Ouais. Parce que, je vais prendre un exemple, les Capitals de Washington l'an dernier, on savait, puis je sais Voler que mon punch. puis je sais que les Caps ne sont pas friands de faire des transactions durant la saison, mais on savait qu'on avait Ryan Leonard qui s'en venait de la NCAA. On n'a rien fait du tout, sauf l'acquisition d'Anthony Beauvillier, mais c'était plus mineur. Puis aussitôt que Ryan Leonard est arrivé, immédiatement, paf, un rôle sur le top 6, est allé jouer en série. Je pense que pas que ce serait le cas pour Age, parce que je pense que les Canadiens
ont plus d'options, que ce soit d'Alexandre Texier, Alex Nowak va revenir au jeu, tu as beaucoup d'autres options. Sauf que, et on le sait, en série, tu as toujours des blessures. S'il y a un gars qui se blesse, je pense que Michael Leach peut devenir une option plus que valide. Et c'est parce que je regarde des aspects de son jeu, là, je me dis, qu'est-ce qui pourrait lui nuire en série? Certainement pas le coup de patin. Le physique. Certainement pas les mains. C'est peut-être l'aspect défensif et physique, mais l'aspect défensif, tu peux le protéger en le mettant à l'aile. Tu n'auras pas à faire justement les replis défensifs, d'aller fermer le centre. Tu peux te concentrer pas mal plus sur couvrir ta pointe, garder ton couloir et aller attaquer justement la zone adverse. Et là, il y a le côté physique, mais bien honnêtement, je pense que, pas qu'il va être dominant, mais je pense qu'il est capable de tenir son bout. Ce qui fait en sorte que tu pourrais l'amener dans les séries de la LNH, je pense, ce printemps. Je dis pas qu'il va être dominant, mais je pense qu'il serait capable de tenir son bout. Peut-être sur un troisième trio, ça serait possible. Mais écoute, je veux pas mettre trop d'attentes envers le kid non plus. Il faut quand même relativiser. Là. Le Canadien a trop de jeunes déjà dans l'alignement en attaque. Tu as déjà 2 recrues, tu vas en ajouter une troisième. C'est là où, en série... Et puis 2 recrues dans des rôles de premier plan top 6. C'est ça. Puis Michael Age, il va jouer deuxième avantage numérique. S'il joue avec le Canadien, il va jouer sur un troisième trio au minimum. Tu te dois, right? Donc, pour moi, je me calme les pompons en disant peut-être pas le même impact, mais la beauté de la chose, c'est après la date limite des transactions, la limite de 23 joueurs sur ton roster n'existe plus. Donc, tu peux avoir, tant et si longtemps que tu ne dépasses pas le calibre salarial, tu peux avoir qui tu veux dans ton équipe. Et en série, c'est seulement les 20 joueurs qui sont en uniforme qui comptent contre le cap salarial. Donc, tu as une certaine flexibilité aussi. Ça va être intéressant de voir. Le tournoi du Frozen Four finit le 11 avril. Le dernier match du CH, si je me trompe, c'est le 16. Ouais, c'est très proche là, de la fin de la saison. Ouais, c'est contre les Flyers puis les Islanders, si sur je me la trompe. route. Ouais. Sur la route. Donc, possibilité de pouvoir faire ses débuts sans pression. Puis après ça, on va révisiter en série. Mais tant qu'à utiliser... L'arrivée de Michael H, selon moi, serait pas assez, selon mes informations, de faire tourner le Canadien dans une direction, disons, de rien faire. Si un attaquant top 6 capable de se greffer au noyau devient disponible pour Ils vont le faire quand même. Ils vont le faire quand même. Moi, c'est ça que je me fais dire. Michael Age, il le voit comme centre dans le futur. Puis s'il n'est pas capable de rentrer dans le top 9 dès la saison prochaine, il ira à la base pour la fin du monde. Mais c'est certain que, si tu regardes les joueurs de sa trempe qui n'ont pas signé de contrat d'entrée après une saison comme telle, là, ça remonte à Zach Werenski et Dylan Larkin. Ça fait 10 ans qu'ils sont repêchés, ces beaux mondes-là, même plus. Donc, dans une ligue qui se rajeunit à chaque année. Exactement. Puis eux autres, dans le temps, tu sais, Dylan Larkin, c'était autant où Détroit avait fait les séries 25 années de suite. C'est ça, Columbus voulait délai le contrat d'entrée de Zach Werenski. Donc, il y avait des raisons. Mais avec Montréal, tu n'as pas le choix. Puis avec Montréal, la beauté de signer Michael Age maintenant et brûler son année de contrat, parce que je sais que plusieurs vont dire pourquoi tu fais ça, il ne serait pas éligible pour les offres hostiles une fois que son contrat prend fin. Puis ça t'aide non seulement dans les négociations de deuxième contrat, on l'a vu avec Lane Hudson, on va le voir avec Ivan Demidov cet été, mais ça t'aide aussi à t'assurer que les équipes ne sont pas là en train de saliver pour dire offre hostile qui s'en vient. Tu as parlé du plafond salarial, puis je sais que tu as les 2 mains là-dedans tous les jours, t'assurer que tout fonctionne. Admettons, je pense pas que ça va arriver, mais admettons que le Canadien n'est pas capable de se départir de Patrick Laine. Okay. Est-ce que tout est correct pour rentrer tout le monde si tu rajoutes un Age 24e joueur dans la formation? Oui. Y a-tu de la place? Absolument. Ah oui? Absolument, parce qu'en ce moment, il n'y a personne sur le LTIR. Ils ont déjà 900 000. Ce 900 000 continue à devenir un plus gros chiffre. Michael H, quand il va signer, ça va compter pour 900 000. OK. Donc, tu vas être capable de le rentrer. Le New York va sortir de la liste des blessés très prochainement. Mais lui, il compte quand même contre le cap salarial, donc ça ne change rien. OK. Donc, vraiment, Laine, même chose. Je suis persuadé qu'ils vont être capables de bouger le contrat de Laine éventuellement, là, que ce soit dès qu'ils reviennent ou jusqu'au 6 mars. Puis, écoute, avec la blessure de Kevin Fiala, puis de voir que les Kings sont dans le bas fond de la Ligue nationale en termes de but marqué? Non, en termes de pourcentage d'avantage numérique. Ouais, aussi. C'est là où je me demande gratuitement à 50% ils le prendraient parce qu'ils n'ont pas d'atout à Los Angeles. Donc, je suis pas mal sûr que les Canadiens vont trouver un preneur pour Laine et puis ils vont avoir un peu plus de lousse.
qui nous redonne donc le choix de deuxième ronde donné pour Philippe Danault. Là. Penserais On en pas. peut plus. Penserais pas. Je pense que si tu peux t'en départir sans devoir donner un atout, Ouais. le Canadien va le faire. Exact. Merci les gars, ça a été excellent comme premier bloc. Au retour de cette courte pause, le top 5 et la JMQ en vue du prochain repêchage. Processus. You win. Avec Anthony Marcotte, Martin Thériault et Marco D'Amico. On poursuit Processus épisode numéro 21 avec le top 5 qui concerne la LHJMQ cette semaine. Notre top 5, parce qu'il y a eu consensus, c'est rare qu'on fait ça, là, mais il y a eu un consensus au sein de notre équipe pour identifier les 5 meilleurs espoirs de la LHJMQ en vue du prochain repêchage en date d'aujourd'hui. Ça peut encore évidemment changer, il reste des mois importants, les séries éliminatoires bien sûr, qui vont venir peut-être changer le cap pour certains espoirs, mais pour l'instant, on semble y avoir consensus du côté de Marty et du côté de Marco pour le top 5 du prochain repêchage et la JMQ. L'espoir numéro 1, Xavier Villeneuve selon Marty. Ouais, Xavier Villeneuve. Puis encore là, quand je parle d'un top 5, c'est une liste personnelle. C'est si j'étais recruteur d'une équipe de la Ligue nationale de hockey, qu'est-ce que je mettrais? Ça veut pas dire que je le prendrais en premier nécessairement, mais je suis pas chaud d'y aller avec Xavier Villeneuve parce que, évidemment, le talent avec la rondelle est hallucinant. Il est pur, c'est quelqu'un qu'il faut constamment que tu surveilles parce que, moindrement qu'il n'a plus la rondelle, peut foncer à l'attaque, peut devenir carrément un attaquant. C'est là qu'il est extrêmement dangereux. Je vais prendre un parallèle également. Bon, souvenez-vous, en 2022, les critiques de Lane Hutson, c'était le coup de patin. Mais Villeneuve, c'est une force. C'est quelqu'un qui patine super bien. C'est pourquoi, parfois, certains experts, je vais prendre un exemple, là, Corey Prodman, qui est allergique aux joueurs qui n'ont pas de coup de patin. Et lui, il adore Xavier Villeneuve parce que Villeneuve patine extrêmement bien. C'est un gars qui est imprévisible. C'est un joueur qui peut y aller vraiment avec puissance, très bien longer la ligne bleue. Mais y aller 3-4 remaniements de rondelles rapides, puis tout ça, c'est trouver une ligne de passe. Donc, moi, évidemment, je bâtis souvent mes listes en fonction de l'attaque. Je pense que c'est ce qui fait en sorte que tu as une équipe dominante. Et je pense qu'au niveau de la LHJMQ, c'est le talent, c'est le meilleur talent que tu peux avoir. Et je trouve que défensivement, avec son bâton, il s'est amélioré. C'est un gros problème au début de la saison. Maintenant, il est beaucoup plus solide. Il s'assure vraiment d'attaquer vraiment les mains. Le seul petit défaut, je dirais que c'est peut-être un peu physiquement par moment. Je le trouve un peu facile à affronter. Mais à un moment donné, c'est des choses qui demeurent à un moment donné, tu pèses le pour et le contre. Puis moi, je me dis, le côté offensif demeure très intéressant. Donc, moi, je l'ai premier dans cette liste-là. Est-ce que le gabarit va lui nuire au repêchage? Ça, c'est la question tellement facile, Je pense mais... que c'est facile de dire le gabarit, mais je pense que c'est le gabarit et. Mm. Moi, je me souviens toujours, j'ai un recruteur qui m'a parlé de quand Samuel Girard est sorti de la Q. Puis Girard, c'est un joueur qui est de petit gabarit, mais il jouait avec du chien. Et bonne chance dans les coins. Il te malmenait. Là. C'était un joueur qui était très difficile. Et d'ailleurs, il a fait le saut très jeune dans la Ligue nationale en conséquence du fait qu'il était excellent dans toutes les régions de la game pour un défenseur offensif, mais il ne se laissait pas imposer défensivement. C'est un joueur qui, lui, était l'initiateur du jeu physique. C'est ça que tu veux dans un jeune. C'est ça que tu veux voir. Maintenant, écoute, c'est pas tout le monde qui est la même chose. Là. Lane Hutson n'est pas quelqu'un qui va s'imposer physiquement, mais il se laisse pas imposer physiquement. Fait que c'est une différence de QI hockey et comment être capable de gérer ce genre de choses-là. Ça vient avec des répétitions, ça vient avec certains entraîneurs, du coaching, etc. Donc, j'ai pas peur pour cet aspect-là pour Villeneuve, mais ce que j'aimerais voir de plus de Xavier, c'est ce chien histeuse. Puis, les séries s'en viennent, on va voir qu'est-ce qu'il est capable de faire. Tout le monde attend de voir à quel point il va être capable d'élever son jeu parce qu'il y a des grosses équipes là, dans cette année, pas juste Blainville-Boisbriand, là, mais Moncton, les Saguenay. Rouen Noranda joue du très bon hockey. Il y a des puissances dans cette ligue, donc il va être mis à l'épreuve, puis c'est là qu'on va être capable de le voir. Ouais. Son rang de repêchage, à peu près, Marty, si t'avais à te prononcer. Ça, c'est très, très, très attention, man, parce que tu vas dire quelque chose, là, puis en juin, là, le monde va venir voir cet épisode-là, puis dire « Hey, Marty! » Ouais, mais c'est pas encore là. C'est pas toi qui sélectionne. Je peux aussi dire que c'est un genre de joueur qui est très incertain. Il pourrait sortir 15e comme il pourrait sortir, sans blague, au 3e tour. Moi, je vais dire... Étant donné la faiblesse de la profondeur du repêchage, je pense qu'il va sortir entre 21 et 32. Je pense qu'une équipe, puis je peux te parler pour moi, dans ma liste, c'est ça en ce moment. J'aurais peut-être le goût parfois de le descendre de 3 ou 4 rangs, mais je regarde qu'est-ce qu'il y a autour, puis je me dis,
je ne peux pas voir ce joueur-là devant Xavier Villeneuve. Il n'a pas le talent avec la rondelle, il n'a pas la vitesse. Donc, je pense qu'une équipe va se laisser tenter. Là. Ouais, pas mal d'accord avec ça. Là. Je pense que dans la vingtaine, c'est où ce que tu vas être safe. Je pense qu'on va voir là, après la date limite des transactions, là, mais il reste d'en avoir 4 ou 5 équipes avec plus qu'un choix de premier tour. On verra rendu là. Tu as certaines équipes qui veulent essayer de relancer leur reconstruction plus vite ou faire un reset. Je pense que d'aller chercher des joueurs de haut talent va te servir beaucoup. On l'a vu par certains repêchages. Michael Hage, au 21e rang pour le Canadien de Montréal, était un joueur qui glissait à cause de certaines incertitudes dans son jeu. Mauvais début de première moitié de saison. Le Canadien ont tenté leur chance. Aujourd'hui, je pense qu'il serait plus proche au top 10 qu'il serait au top 20. Mais comme tu me soulèves le Canadien, là, tu me vois arriver. Là, oh, hell no. Perche de 100 pieds. Sans manquer de respect aux jeunes, absolument aucune chance. Que le Canadien le prenne. Pas parce que c'est pas le meilleur joueur disponible potentiellement à leur rang. Ben, habituellement, on se fait toujours dire non, sur notre liste, tu prends tout le temps le meilleur joueur disponible. Si Xavier Villeneuve est le meilleur joueur disponible au rang du Canadien, s'il est encore sur la table, vous le prenez ou vous ne le prenez pas? Je serais très surpris. Pas parce que je crois que le Canadien ne l'apprécie pas comme joueur, mais parce que tu as déjà Lane Hudson. Puis Lane Hudson, c'est pas parce que tu as comme déjà Lane Hudson. Tu as Lane Hudson qui vient de signer pour un autre 8 ans. Puis il joue le rôle que Xavier jouerait. Puis tu viens de prolonger Mike Matheson. Et t'as Caden Gould. Comme la dernière chose que le Canadien devrait faire en ce moment, c'est d'utiliser un choix de premier tour sur un défenseur de petit gabarit offensif. Moi, un club que je pense qui serait très intéressé d'un joueur comme ça serait plutôt les Blues de Saint-Louis s'ils sont capables d'aller chercher un autre choix de premier tour cette année. Ce serait plutôt un club comme Nashville qui, eux autres, commencent à reconstruire leur banque de défenseurs dans leur organigramme. Un club qui pourrait être intéressé à ça, ce serait les Flames de Calgary. Même si on a déjà Zane Parekh. Zane Parekh joue à droite. Ouais. Ça t'en prend des gaugers. Ouais, ça reste que c'est lui qui va jouer sur une première vague de powerplay. Mais Villeneuve sur la deuxième vague, go home. Là, c'est une excellente profondeur là aussi. Oui. Moi, je dirais simplement que Lane Hudson, c'est un 62e choix au total. Au premier tour, on est d'accord, Xavier Villeneuve sera. En tout cas, je serais extrêmement surpris que ce soit un choix des Canadiens de Montréal. Si dans parce qu'on parle souvent de liste, mais on peut parler de groupe dans ta liste. Donc, tu sais, si Villeneuve est le meilleur dans ma liste, mais que dans le groupe, il reste encore 3 ou 4 joueurs, puis que tu as des joueurs avec plus de prototypes pour les Canadiens, les Canadiens vont peut-être plus aller dans cette direction-là. Mais, puis je répète ce que j'ai dit, il pourrait sortir 20e comme il pourrait sortir au 3e tour. Si, supposons qu'il glisse vers la fin du 2e tour, puis que là, c'est de loin le meilleur joueur disponible, ben là, je comprends je comprends le surplus et tout ça, mais à un moment donné, les transactions sont toujours possibles. Va le chercher. OK, très intéressant. Je sais que Marty a beaucoup parlé de lui depuis le début de la saison. On va laisser parler Marco à son sujet. Au 2e rang, Yegor Shilov des Tigres de Victoriaville. Puis là, je suis on the spot parce que c'est les Tigres de Victoriaville. Écoute, moi, ce que j'aime le profil. J'ai eu la chance de rencontrer le jeune dans le vestiaire du Canadien de Montréal jusqu'avant qu'il rencontre Ivan Demidov. Super chic type. Moi, j'ai regardé jouer une coupe de match. En ce moment, là, juste côté statistique, 24 points, 24 buts, 65 points en 49 matchs, 6 pieds 1, joue au centre, probablement un ailier dans les rangs professionnels, on verra. Mais qu'est-ce qui est intéressant, puis je pense que c'est là qu'il va aussi faire jouer la chose, il est dû de jouer à Boston University l'année prochaine, dans la NCAA. Ça ne devrait pas arriver selon mes informations. Ça ne devrait pas arriver? Non. J'ai entendu la même chose aussi. Ils vont jouer à Victoriaville l'année prochaine. Tu penses? On verra. On verra. Parce que moi, personnellement, j'ai parlé avec Boston University, puis ils n'ont pas eu encore un mot pour nier le fait qu'il s'en va là. Fait qu'on verra bien, les amis. Mais, en tout cas, du côté de Victoriaville, on a très, très bon espoir de le conserver là l'an prochain. Je l'espère, parce que je pense que aussi, tu penses à la chose, tu peux pas signer un contrat d'entrée si tu t'en vas dans la NCAA. Ouais. Fait que c'est quand même intéressant de... S'il se fait repêcher, signe son contrat d'entrée, puis l'année d'après... Professionnel avec la nouvelle règle de 19 ans, ça peut pousser la chose un peu plus vite. Tant mieux, les kids vont avoir plus d'options. Je pense que c'est ça la beauté de la chose. C'est la bonne façon de voir les choses, d'une manière. Ouais. Le jeune est russe, il s'en vient, il s'acclimate à un nouvel environnement. Peut-être qu'une deuxième année au même endroit, c'est bon pour lui, plutôt que de changer d'endroit une deuxième fois. Ça serait la troisième fois. En 3 ans, là, parce qu'il a quand même joué dans la USHL l'année passée, joue dans la Q cette année.
On verra, mais bien sûr, mais je crois que ça va être une question que plusieurs recruteurs vont vouloir répondu avant la sélection. Ça va être un peu comme la situation de Justin Carbonneau, Caleb Desnoyers, au repêchage aussi. Ouais. Là. On voulait un peu plus de réponses tant qu'à leur futur pour vraiment examiner où est-ce que la chose s'en allait. De son côté, je pense que pour un joueur recru dans la Q, là, la façon qu'il exécute ses jeux, vraiment le QI hockey, j'aime beaucoup. Le tir, je pense que ça a augmenté la force physique. On voit un peu plus de ça de lui. Il se dégêne un peu plus en transition. Donc, un joueur qui va être très vif nord-sud. On en parlait tantôt avec Marty. Je pense que c'est l'implication, le feu, le désir. C'est ça qu'on veut voir un peu plus de lui. Puis on se demande si ça va se dégêner en série, ça. Donc, c'est quelque chose qu'on surveille. Faut qu'il les fasse, par contre. Ça sera pas de la tarte pour les Tigres. Exactement. C'est pas encore fini, là, puis on verra rendu là, mais c'est pas certainement donné dans la queue. Il n'y a rien de donné. Là. C'est juste une coupe de clubs qui sont déjà qualifiés. Mais pour moi, c'est ça que c'est la plus grosse question qu'on se pose. Parce que quand tu viens dans la JMQ, oui, tu es recru, mais c'est ton année de repêchage. Tu veux être leader. Oui, il est en train de leader en termes de points, mais tu veux voir cette éthique de travail-là. Puis écoute, au début de la saison, je pense qu'on se posait plus de questions qu'on se le pose maintenant. C'est un joueur qui a très bien évolué sa game dans ce contexte-ci. On veut juste voir à quel point il peut augmenter cette cadence-là parce que le talent est là. C'est un talent de premier tour, en mon estime. Là, ça va être, est-ce que ce talent-là va être capable de se traduire dans les rangs professionnels nord-américains? Puis c'est ça qu'on veut voir un peu plus de lui. Mais côté talent, je le placerais quand même deuxième sur cette liste, comme Marty. Puis pour moi, ça sortirait quand même en premier tour. Moi, j'ai pas de problème avec son intensité. Une comparaison un peu boiteuse. Là, je dis pas que Sheila va devenir ce joueur-là. Est-ce que Nick Suzuki manque d'intensité? Tu sais, c'est pas le joueur le plus flamboyant, c'est pas le joueur qui plique des mises en échec, c'est pas le joueur qui est ultra dynamique, mais toujours au bon endroit, toujours très intelligent, toujours en train de faire de bonnes lectures de jeu. Puis Sheila, moi, je trouve que c'est un peu la même chose. Il est toujours bien placé. Puis si t'es pas en train de frapper tout le monde, mais que t'es au bon endroit et qu'il n'y a pas de chance de marquer, moi, honnêtement, ça, je peux vivre avec ça. Moi, ce qui retient plus mon attention, je sais pas si c'est un manque de constance, mais je me demande si ça n'a pas un peu un lien avec le manque de profondeur des Tigres. Par moment, parce qu'il y a des matchs qui sont complètement hallucinants. 2-3 points, il est partout sur la patinoire. Ouais. En passant au cercle des mises au jeu, il est excellent. C'est un joueur qui est régulièrement au-delà des 60% de taux de réussite. Je le répète, c'est un gars intelligent, c'est un gars qui a des mains, qui est imprévisible. Par moment, on dirait que c'est pas qu'il s'implique pas. Je suis allé à Victo, justement, contre les Remparts de Québec. C'est pas qu'il s'impliquait pas, mais il manquait une petite chose. J'aurais été curieux de le voir avec un gros 20 ans avec lui. Ouais. Tu sais, ce que les Tigres n'ont pas. C'est une équipe extrêmement jeune. Ouais. Honnêtement, lui et Vlasov, là, souvent, tu te dis, ouais, ils sont pas mal tout seuls. Mais dans l'analyse, je pense que ça joue dans sa faveur aussi. Aussi, c'est sûr. Que tu peux dire que c'est lui qui mène le côté offensif. Puis, tu sais, j'en parlais tantôt, là, qui joue au centre ou à l'aile dans les rangs professionnels, je pense que ça va toujours être un gars qui va pousser le tempo offensif d'un match. Parce qu'il est tellement intelligent de la façon qu'il utilise la rondelle, puis pour se placer, que pour moi, il a les atouts pour devenir au moins un bon joueur de la Ligue américaine. On verra rendu dans la Ligue nationale. Est-ce que ça va être un joueur top 6? Mais le fait qu'il est excellent dans les mises au jeu, tu peux projeter vraisemblablement qu'il pourrait devenir un centre. Ça va aider dans tout ce qui est l'estime d'un repêchage parce que les centres vont toujours gagner la bataille quand c'est talent égal, comme on aime dire. Il n'y a pas autant de centres de premier plan dans ce repêchage-ci que des centres mettons l'année passée, exemple. L'année passée où il y en a eu 8 dans les premiers 10? C'était hallucinant. Ouais. Donc, c'est là où je me dis, Shilov, à cause de cet aspect-là, à cause du fait qu'il est capable de très bien jouer la position de centre sans avoir nécessairement un joueur de 20 ans comme Becky. Mais c'est là où on peut se dire, OK, il y a un futur projetable. Pour moi, ça pourrait être un talent de premier tour. Ben moi, je vois un talent de premier tour en ce qui le concerne. Vous le voyez à quel endroit à peu près dans le repêchage? Ben, dans les mêmes eaux que Villeneuve, puis je pense qu'il a même si j'ai Villeneuve, même si on a Villeneuve devant, là, je miserai un 2 que ça va être Sheila, le premier choix de la LHJMQ, parce que pour les raisons que Marco a mentionné, l'aspect du gabarit, la crainte est moins là, le talent est là, le fait qu'il joue au centre, le fait qu'il est bon au cercle des mises au jeu, il présente quand même beaucoup de choses, pas pour le top 20, mais par la suite, quand tu débarques dans une zone où tu prends des chances. Tu vas aller miser sur un joueur, par exemple, bourré de talent, mais qui a peut-être moins d'autres choses, ou l'inverse, un joueur très physique qui a peut-être moins de talent, mais qui est plus projetable un petit peu.
je pense que Shilov entre dans cette discussion-là et malheureusement pour Villeneuve, là, en raison du gabarit, je pense que ça aide un peu plus Shilov. OK. Un qui va très bien dernièrement, et ça s'est quand même bien replacé aussi. Les Remparts de Québec jouent du bon hockey. Exact. Et au cœur de ces succès-là, Maddox d'Agenais. Écoute, j'ai été à Québec en décembre pour regarder une coupe de match des Remparts, puis on voyait Maddox, il y a tout pour être un succès dans les rangs professionnels de la Ligue nationale. Il a le physique, il a le tir, il a le patin. C'est un joueur qui voit bien la glace, mais on dirait qu'il manquait toujours un petit de quoi, un petit feu, quelque chose pour vraiment pousser le tempo d'une game. Là, depuis, je te dirais, à peu près un mois, c'est totalement l'opposé. Là, on voit vraiment un joueur qui se donne, qui va au filet. L'apport offensif, les buts qu'il est capable de marquer, la capacité de tir qu'il a. Là, on voit vraiment un joueur qui pourrait devenir un attaquant de puissance au rang professionnel. T'sais, on parle de 6 pieds 3, 195 livres. Il va avoir 18 ans là, en mars. C'est quand même foudroyant comme package. Puis avec cette poussée qu'on voit dernièrement, là, c'est certain que les recruteurs, quand ils regardent une saison, tu peux être un joueur d'un point par match à la fin de la saison. Mais c'est parce que si ta deuxième moitié de saison, c'était un point et demi parce que tu as rattrapé une mauvaise début de saison, ils prennent cette saison-là plus haut que le joueur qui était à un point par match toute la saison. C'est parce que tu vois vraiment une courbe de progression. Puis c'est ça qu'on voit présentement avec Maddox. Il va au filet, il tire, il est impliqué, il utilise ses habiletés offensives pour prendre avantage d'une situation. Pour moi, avec un peu plus de coaching, avec un peu plus de cheminement, puis un peu plus de patience, ça pourrait être un joueur intéressant pour un club. Moi, je vous le voyais en troisième tour, avec la façon qu'il joue en ce moment, peut-être deuxième tour, peut-être moitié, début de deuxième tour. La façon que je le vois, je vois beaucoup de similarités avec la montée de Will Orkoff l'année passée. Même type de joueur, peut-être pas aussi grand, le Will Orkoff, si je me trompe, 6 pieds 5, mais 6 pieds 3, commence à trouver son tir, commence à trouver ses habiletés offensives avec plus de régularité. Un joueur que les Remparts ont vraiment modelé puis ont travaillé dessus pour le rendre plus responsable ou au moins avec plus de facettes à son jeu, plus de layers, comme on dit. Là, on voit pour moi un joueur qui pourrait devenir un joueur de deuxième, troisième trio s'il continue bien, avec un apport offensif et quand il va se développer, aussi un côté physique. Moi, je me pose une question, Marty. Vois-tu un petit peu des similitudes entre Dagenet et Zachary Bolduc un peu? Dans la gabarit, la shot? Non, pas vraiment. Non. Là, il est plus gros. Ouais, il est plus gros. Je pense que pour faire un parallèle, là, Zachary Bolduc, à l'époque de l'Océanique de Rimouski, c'est là qu'il a été repêché. Ouais. Le gabarit n'était pas nécessairement la force brute d'aller gagner ses bagarres. Maddox Dagenet, il n'y a personne qui lui enlève la rondelle lorsqu'il se met à manœuvrer. Non. Tandis que Zachary Bolduc, le côté intensité, là il l'a développé avec le temps, avec le temps, Ouais, exact. c'est ça, C'était pas comme ça dans le junior. Moi, je me souviens même que dans les rangs juniors, Zachary Bolduc, c'était dans le plan de match des adversaires de lui faire perdre Exactement. patience. C'était le commentaire, ça. Ouais. Durant je me rappelle la Coupe mémoriale aussi. Là. Exactement, à 19 ans. Ouais, puis ça ressortait énormément. Tandis que Maddox Dagenet, je dirais que c'est même le contraire. Parce que j'ai quand même eu l'occasion de les côtoyer un peu en personne, là, tous les jeunes dont on parle présentement. Du caractère un peu, Maddox. Il est dans le bon sens, capable de répondre les bonnes choses puis de réagir un peu plus. Donc, puis je pense que plus demain, il est capable d'amener plus d'arsenal que Bolduc pouvait peut-être l'amener. Donc ça, j'irais là-dedans. Mais dans le cas de Dagenet, moi, j'ai l'impression que dans tous les espoirs de la LHJMQ, c'est peut-être le plus sûr. Parce que, on a parlé de Villeneuve. Bon, le côté gabarit, le côté physique et tout ça. Sheila, on a parlé, bon, le manque le dynamisme. Est-ce que, moi, je pense que je ne suis pas certain encore de son niveau de constance. Est-ce qu'il peut devenir un centre top 6 avec ce qu'il présente? Alors que Dagenet, avec ce qu'il montre, tu es pratiquement obligé de dire, lui, va jouer au minimum au sein d'un 3 ou d'un 4e trio. Ouais. Parce que là, le côté physique s'est énormément développé. Il est bien meilleur en protection de rondelle. Il crée toujours autant de choses avec ses mains. Son tir ressort toujours de façon hallucinante. Et moi, le gros point que je lui reprochais, c'était son manque de constance. Ouais. Je me souviens l'an dernier, là, parfois, il sortait une feinte spectaculaire. À un moment donné, tu le perdais pendant 10 matchs. Puis pas d'implication, toujours un peu deuxième. C'était compliqué. Mais là, présentement, c'est un monde de différence. J'ai parlé du match à Victo quand je l'ai vu contre Shilov. Il a été incroyable. Il était de tous les combats, gagnait ses bagarres. Il a eu un match vraiment formidable.
je pense que lui qui a les meilleures chances de jouer dans la LNH, je parle pas en termes de plein potentiel, mais le joueur le plus sûr, selon moi, c'est Maddox Dagenet. Donc, pourquoi je sors le comparer avec Bolduc? Bolduc est sorti au premier tour, donc on peut fortement considérer le fait que Dagenet va sortir là aussi. Oui et non. Bolduc est sorti en 2021. Bon, L'année- oui, puis. L'année COVID. Il y a beaucoup de manque de données là-dedans. Là. Ouais. Je pense pas que Wyatt Johnston serait sorti dans les 20 ans si la OHL aurait joué cette année-là, mettons. C'est ça qui change la donne. 2021, là, ça compte pas. En termes de... Tel joueur est sorti là, parce qu'en 2021, Logan Mailloux aurait probablement pas sorti en fin de premier tour non plus. Tu sais, il y a des choses là-dedans qui changent la donne un peu. Ouais, lui, Les il joueurs avait auraient- quand même du bagage hors glace, là. Ouais, mais il n'aurait pas eu ce bagage hors glace s'il n'aurait pas été en Suède, exemple. Ah tu sais. non, ça c'est sûr. C'est Ouais, ça l'affaire. C'est ça. Puis, tu sais, je suis pas en train de défendre qu'est-ce qu'il a fait, là, mais dans un monde Ouais. what if, là, pensez-y. Tu sais, fait que c'est là où ce que je me dis, le repêchage 2021 compte pas en termes de « Ah, ben, tel est sorti, tel, peut-être tel pourrait ça. » C'est pour moi le repêchage le plus bizarre de tous les temps. À cause de la COVID. À cause de manque de données qu'on a eu, parce que la WHL a joué comme 23 matchs là-haut, n'a pas joué du tout. En Russie, il y a des joueurs qui ont joué 40 matchs dans la KHL qui n'auraient jamais joué à cause que les clubs reprenaient la COVID à quasiment chaque 2 mois. On se rappelle aussi en 2020, Amirov, rest in peace, qui lui est sorti 14e à cause qu'il y a tellement eu de temps de jeu, à cause que les clubs étaient en COVID. Donc, tu sais, il y a beaucoup de choses qui ont changé la donne dans cette année-là. Ceci étant dit, je pense que la façon que tu vois les choses ont de l'allure parce que c'est très possible qu'un joueur comme Maddox, s'il continue là, à monter, il dépasse le point par match. Il est rendu avec une cote de buts par match de quasiment 30 ou 40 dans une saison avant la fin de cette saison-ci. S'il continue comme ça, c'est certain que ça va monter. C'est certain qu'on va parler de lui comme fin deuxième tour. Puis là, quand tu arrives dans un repêchage puis tu es dans la fin du premier tour, là, tu vas toujours pour le joueur safe. Puis c'est là où l'analyse de Marty est sérieux. Parce que si tu es assuré que ce joueur-là va jouer dans la Ligue nationale, bien là, en fin de premier tour, c'est là où tu prends moins de risques quand tu es une équipe avec un choix de premier tour, puis c'est ton choix, puis tu te dois de hit sur ce choix-là. Donc, c'est très possible, les gars, que autant dans le cas de Villeneuve, de Chilov ou Dagenet, on est très proches l'un de l'autre au repêchage. Oui, je pense que oui. Puis je pense que là, après ça, ça dépend vraiment ça dépend vraiment des préférences. Puis tu regardes aussi vers les joueurs, je reviens encore au terme sûr, là, qui sont les joueurs qui sortent à peu près vers la fin du premier tour, justement. Souvent, c'est le gabarit qui va aller t'aider. Souvent, quand tu as des aspects intéressants comme des mains, là, tu as peut-être d'autres lacunes. Je pourrais te sortir une tonne d'exemples. Bill Zonen, exemple. Ouais. Will Workoff, comme on a parlé tantôt. Mason West, le seul risque avec lui, c'est qu'il ne jouerait pas au hockey, mais là, on le sait qu'il s'en va jouer au hockey. Mais c'est des joueurs de gros gabarit qui vont probablement jouer sur un... Will Workoff, peut-être deuxième trio, mais sinon, les deux autres, peut-être troisième trio. C'est ce genre de joueurs-là qu'on voit sortir, que le Canadien eux-mêmes choisissait assez souvent. Michael McCarron, comme on se souvient bien, Will Yolson, exemple, comme peut-être deuxième paire, sinon troisième paire, des joueurs safe. Fait que c'est ça ce que je m'attends. Il y aurait peut-être un avenue, si ça continue comme tel, où ce que un gars comme Maddox Dagenet pourrait se glisser dans un fin de premier tour. Maddox Dagenet a plus de talent offensif que Michael McCarron. Je pense que oui, Je pense man! que oui. Mais les époques changent, puis à ce moment-là, il y avait un besoin chez le Canadien Tout le monde de se voulait grossir. tout le monde voulait le prochain Milan Lucic en 2013. Exactement, ben oui, on cherchait exactement ça. Tu as tout à fait raison. Quatrième rang, Lars Steiner des Huskies de Rouyn-Noranda. Ouais, là, on entre selon moi, là, dans une zone où là, tu as peut-être 4 ou 5 candidats. Moi, je suis allé avec Steiner parce que, premièrement, oui, il n'est pas très imposant, mais il joue comme un attaquant de 6 pieds 4 pouces. Il va au filet, il est intense. C'est un joueur qu'on voit régulièrement après les sifflets. Il dérange, il est tout le temps en train de parler, tout ça. Je pense qu'on a vu au Mondial Junior. Je pense que dans les dernières semaines, voire les derniers mois, il est allé chercher des informations pour montrer à quel point il a du talent offensif. À Rouyn-Noranda, les gens n'en ont pas de doute. C'est un gars qui est régulièrement utilisé. Même l'an dernier, quand il était avec Antonin Véro et Bill Zonon, on l'utilisait à droite. C'est lui qui était là pour le tir des poignets. Il en a un très bon. Il décoche très rapidement. Il dégaine rapidement. Mm-hmm. Mais là, au Mondial Junior, il est débarqué avec la Suisse. C'était l'élément principal. C'est lui qu'on alimentait. Et lui, c'est le classique tout le temps à droite.
vraiment à droite, il va s'avancer, il y a plus d'espace, et là, il est capable d'aller marquer. Tu peux l'amener là, mais tu peux aussi l'amener devant le filet. Tu peux l'amener pour les retours de lancer. Tu peux l'amener pour... D'ailleurs, il a marqué un superbe but dimanche par rapport à ça. Posté devant le filet, il a récupéré un retour, a trouvé une façon de battre le gardien de but, qui est Kyan Labbé du Phoenix de Sherbrooke. Donc, tous ces aspects-là sont là. Et donc, tu dis, quelle est la projection? J'ai l'impression que oui, il y a du talent, mais il n'y a pas assez de talent. Il n'est pas dans la conversation des Callum Malhotra, des Viggo Bjork, des gars comme ça, pour dire aller dans le top 20 ou d'avoir un potentiel top 6. Mais là, quand tu commences à dire 3 ou 4e trio, je pense que son gabarit demeure une question. Ouais. Il est tellement intense que, OK, je pense que j'ai le goût de miser sur le fait qu'il peut aller sur un 4e trio. J'ai le goût de miser qu'il est capable d'aller dans un rôle de soutien un petit peu. C'est pas exactement le même joueur, mais regarde ce que Sven Andrighetto a pu offrir pendant quelques saisons. Et je pense que Steiner est encore plus intense. Est-ce que ça peut faire un peu la même chose? Puis, tu sais, vous connaissez les Huskies, les gars, là, c'est une tradition d'éthique de travail, d'intensité. Steiner incarne parfaitement ce que les Huskies de Rouyn-Noranda tentent d'inculquer. Puis il faut se dire aussi, le programme de Suisse, c'est aussi ça. Là. C'est le travail, c'est l'acharnement. Tu sais, moi, j'ai pensé à Sven Andrighetto. Tu sais, je pensais aussi comme l'acharnement dans son jeu. Tu vois un peu de Brendan Gallagher aussi. Là. Brendan Gallagher, tu sais, aujourd'hui, on s'en parle comme si c'était un vieillard, mais ceux qui s'en souviennent de lui avec Vancouver, avec les Giants, c'était un marqueur de 40 buts, mais il était toujours au filet. Ouais. Un gars qui prenait avantage des gardiens à la droite. Tu sais, il y a beaucoup de similarités là. Puis je dis que il y a de l'opportunité pour Steiner de vraiment augmenter encore plus sa qualité de tir, puis dégainer, puis prendre un peu plus de force. Mais je crois que cette intensité-là, Kent Hughes a fait une entrevue avec le collègue Marc-Antoine Godin et Arpin Bassou, où il a dit il aimait les joueurs compétitifs avec une attitude FU. T'sais, les gars qui sont pas nécessairement les plus gros, mais bonne chance à les contrer contre eux, contre la bande, puis essayer de les battre en termes d'effort. Tu vas pas être capable de battre Steiner en termes d'effort. Je pense que c'est là la différence, c'est là ce que j'aime. Puis c'est là où quand tu fais une projection, tu peux dire, même s'il est petit, il va gagner plus que 50% de ses batailles, puis il va être le gars qui va être capable de sortir de la rondelle puis faire le jeu. Donc, un joueur comme ça sort au repêchage habituellement? Mais là, c'est là la question. Moi, écoute, il a quand même performé au niveau international. On l'a vu, pas simplement cette année, mais même l'an dernier avec une excellente équipe à Rouyn-Noranda. Ouais. Je pense que par la force des choses, ça attire les regards vers toi, ça attire les projecteurs, ça attire, même si les recruteurs ont une influence, ça attire les directeurs généraux, parfois par moment. Donc, j'ai le goût de penser que ça pourrait être fin 2e ou 3e tour environ. Je pense que le gabarit va l'unir. On va justement préférer des gars comme Dagenet et tout ça vers la première moitié du 2e tour. Mais à partir de 50 et 51, là, je pense qu'on va commencer à voir Lars Steiner considéré. Je le répète un peu, là, mais le fait qu'il soit à Rouyn-Noranda avec une excellente organisation, c'est peut-être un peu boiteux comme exemple, mais Yannick Gaucher, le père de Nathan Gaucher, qui joue avec les Dogs, dans l'organisation des Dogs d'Anaheim, c'est le directeur général des Huskies. Est-ce que ça peut aider? Je pense que comme recruteur, je ne considère pas simplement ça. Attends, ils ont combien de choix de 2e et 3e tour à Anaheim? Il faut aller checker. Faudrait aller voir. Une équipe qui aime ça piger dans le territoire de la LHJMQ, c'est bien les Ducks. À suivre pour Lars Steiner. Puis on complète notre top 5. On retourne à Québec avec Charlie Morrison. Ouais, celle-là est vraiment, vraiment, vraiment serrée. Là. On referait l'exercice la semaine prochaine, puis c'est possible que je change d'idée. Mais je suis allé avec Charlie Morrison pour le côté sûr. Je pense que Charlie Morrison est un gars défensivement qui est solide physiquement. C'est pas le plus physique, mais il tient son bout, il est robuste, il est capable d'enlever la pression devant du filet. Il est excellent là-dedans. Je trouve parfois ses couvertures, ses lectures de jeu ne sont pas toujours bonnes. Ça peut faire en sorte qu'il laisse des joueurs foncer au filet. Ça peut faire en sorte qu'il y a parfois des revirements. Ça, c'est peut-être le côté qui me déçoit un peu. Et c'est pourquoi Morrison, personnellement, dans ma liste, a glissé légèrement. Mais son aspect, justement, de bien jouer dans les coins, c'est parfait. C'est un gars qui a une excellente première passe. Ses relances sont efficaces. Il prend la rondelle, il relance rapidement, il a l'exécution. Puis, encore une fois, je le répète, on a eu l'occasion de le voir pendant une journée au Centre Bell. Là. J'ai été surpris de voir à quel point Charlie Morrison est... C'est un leader, les gars. C'est vraiment...
Premièrement, il est drôle. C'est toujours quelqu'un qui va aller faire des blagues. Tu vois, c'est un joueur qui vient des Maritimes, c'est un joueur qui vient de la région de Miramichi au Nouveau-Brunswick. Puis on dirait que ces gars-là sont souvent comme ça. Ils sont joviales, ils s'amusent, ils font toutes sortes de blagues. On a vu ses parents également. Le père à Charlie Morrison, c'est la même chose. C'est une excellente personne, très drôle. Donc, ça, en plus, le côté, je pense, rassembleur, d'aller s'insérer dans un vestiaire, ça, je pense que ça aide également un Charlie Morrison. T'sais. Ben écoute, moi quand je l'ai vu jouer, là, une des premières choses qui m'a impressionné, c'était le jeu dans les coins, le physique. C'est vraiment un gars qui est capable d'aller dans des physiques puis vraiment punir l'adversaire. J'ai vraiment aimé ce que j'ai vu. Puis écoute, c'était un match assez intense Québec contre le Dracor. Je m'attendais pas à ça. Là. Et personnellement, je pense que c'était un des joueurs qui a ressorti un peu plus pour moi parce que quand on essayait de rentrer dans la zone, il fallait payer le prix contre lui. Puis oui, il y avait des moments où il perdait un peu de vue son gars, mais on dirait que quand il le repognait ou quand il se repositionnait, l'attaquant adverse souffrait. Puis je pense que c'est ça qui est intéressant. Puis quand tu arrives dans cette statistique d'un repêchage, les rondes tardives, 3e, 4e, 5e ronde, c'est là que tu veux lancer des choix vers ces joueurs comme ça parce que ça peut en devenir un joueur de 3e paire dans la Ligue nationale. Moi, j'en pense tout le temps à Owen Protz, présentement, que le Canadien a sélectionné dans cet environ-là, le 3e, 4e, 5e tour en 2024. Mais ça, c'est un joueur qui est un joueur défensif élite maintenant avec les Bulldogs dans la Ligue d'Ontario. C'est pas un joueur qui va te wow avec son offensive, mais bonne première passe, fort dans les coins, bonne chance de rentrer dans la zone de son côté. C'est ce joueur honnête-là que certains DG aiment dans ce rang-là. Donc, je suis 100% d'accord avec Marty Morrison. Je pense que ça serait... Tu pourrais le débattre, ça serait qui 5e, mais pour moi, ça serait quand même un choix logique. Donc, un choix de milieu de repêchage? J'aurais le goût de dire 3e tour. Okay. Je pense que... personne... Moi, je suis plus pessimiste que Marty en tout le temps. Là. Je dis 3e, je me mets 4e. Mais ça dépend des joueurs. C'est ça, exact. Et les besoins. Je pense qu'il coche quand même beaucoup de cases où il est sûr. On parlait du jeu physique, on parlait de son gabarit parfaitement correct. Je parlais de son attitude. Je sais que c'est pas l'aspect le plus important, mais ça demeure quelque chose à considérer. Donc, je me dis que pour au 3e tour, il y a peut-être une équipe qui va se dire hey, écoute, je déteste pas l'idée d'avoir ce défenseur-là dans mon équipe, mais évidemment que c'est pas le. Tu sais, pour ceux qui cherchent du spectaculaire, là, j'aurais pu nommer 5 noms devant Charlie Morrison. OK. Puis tu avais une mention honorable quand même qui, à ton avis, c'était très, très serré le 5e rang, Marty. Ben, honnêtement, il est peut-être 4 ou 5 rangs derrière Charlie Morrison dans toute ma liste du repêchage 2026. Et je l'aime beaucoup. C'est Tommy Blyle, le défenseur des Wildcats de Moncton. Je l'ai placé derrière parce que je trouve qu'il y a un peu plus de risques. Mais le potentiel est là. Je vous raconte une anecdote. J'étais à Moncton au mois d'octobre pour un événement de la LHJMQ. Puis il a fallu aller du côté de Moncton, aller voir les Wildcats dans un match et tout ça. Puis là, on s'entend, je suis plus occupé. Je suis pas en train de regarder le match comme je le fais quand j'analyse et tout ça. Puis aussitôt, il y a un joueur qui a retenu mon attention, c'est le numéro 16 en défense. Un joueur intelligent avec la rondelle, ça circule rapidement, il a le tir. C'est un gars qui est très, très, très mobile, capable de longer la ligne bleue. C'est un gars qui va super bien d'ailleurs. Là. Écoute, hier, il a été encore nommé espoir de la semaine par la LHJMQ. C'est un défenseur qui est électrisant. Les relances sont rapides, il est intelligent, il est rapide. Donc, il est toujours capable d'influencer le jeu. Quand tu parles d'exécution et d'intelligence, c'est ce qui fait foi de tout dans la LNH. Ouais. L'aspect qui fait en sorte que, pour l'instant, c'est possible que ça change. C'est très possible que ça change. Qui fait en sorte que je l'ai plus loin, c'est que je trouve que parfois, dans les confrontations physiques, il est facile à affronter. Je trouve que moindrement tu arrives à 1 contre 1, tu peux lui enlever la rondelle facilement, il est plus vulnérable. Mais au niveau de l'intelligence du patin et du jeu offensif, écoute, il y a même quelqu'un que j'estime énormément, là, qui connaît quand même pas mal son hockey, m'a déjà dit, et je pense que Villeneuve va sortir devant, je le répète. Là. Il me disait, est-ce que Tommy Blyle pourrait être repêché devant Xavier Villeneuve? Je pense que non. Mais honnêtement, je vais pas mettre ça en doute. Je pense qu'il y a une possibilité. OK. Intéressant. Donc, à suivre, c'en est un autre qui va bénéficier du fait de jouer pour un très bon club là, dans le dernier droit de la saison, puis en séries éliminatoires, ça pourrait peut-être venir changer les données. Voilà, c'était notre top 5 plus 1 des espoirs de la LHJMQ.
On fait une courte pause et on retourne des questions du public et l'espoir de la semaine avec Marty. Processus. You win! Avec Anthony Marcotte, Martin Thériault et Marco D'Amico. Bon, on est rendu aux questions du public. Je cède la parole à notre ami Oli qui a ça entre les mains. Merci, Anto. Donc, encore une fois, allez-y de vos commentaires dans la section YouTube. Posez-nous des questions et ça va faire plaisir aux gars d'y répondre. On commence avec une question de Lily Charles Alice Zoé 8745. J'aimerais savoir quelles sont les chances, mettons en pourcentage, qu'Alexander Zarovski puisse jouer avec le CH dès l'an prochain, malgré son contrat en Russie. Marco, tu es peut-être le mieux placé pour nous parler de ça. On se rappelle tous de ton scoop Demidov l'an passé. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Zarovski? Ben écoute, on a passé Zarovski en entrevue chez RG Media la semaine passée. Fait que, on peut te le dire, là, il n'y a même pas eu des discussions tant qu'au fait qu'il pourrait venir aux Canadiens cette saison. C'est comme l'année passée, on s'est dit peut-être avec Demidov à cause qu'il restait pas d'année de contrat. Ça prenait fin le 1er juin. Donc, tu pouvais résilier d'avance et la grande majorité des clubs dans la KHL vont le faire. Résilier un contrat d'avance parce que ça leur permet de garder les droits à ce joueur-là après qu'ils sont partis. Si tu ne résilies pas le contrat, tu perds leurs droits. Fait que s'ils reviennent dans la Ligue nationale, dans la KHL, ils peuvent signer avec n'importe qui. Fait que c'est une chose à prendre en considération. Donc, numéro 1, Zarovski a un contrat pour l'année prochaine. Premier problème. Numéro 2, le Canadien ne peut pas acheter son contrat. Je sais que c'est du complotisme qu'on fait sur les médias sociaux. Ça ne se fait pas. Et le Canadien n'a pas payé le SCA pour avoir des Demidov d'avance. C'était plutôt un essai de PR du côté de Rothenberg qui essayait de se sauver de sa job dans le moment. Il l'a perdu en fin de compte. Mais on voulait démontrer que le SCA était une place où que les jeunes pouvaient venir pour travailler parce que l'utilisation de Demidov a fait beaucoup repenser la chose aux jeunes Russes dans la KHL. On peut le comprendre. Exact. Donc, avec Zarovski qui joue à Ufa et qui joue beaucoup à Ufa, il n'y a pas le risque. Numéro 2, c'est pas le même type d'espoir que Demidov. On va se le dire. Demidov, là, était beaucoup plus prêt physiquement. Demidov est 195 livres, 6 pieds 1. Zarovski, 6 pieds 2, 176 livres. Donc, il va avoir de la misère contre le physique de la Ligue nationale. Donc, absolument aucune presse de leur côté de lui faire de la place. Numéro 3, regarde l'alignement du Canadien de Montréal. Où c'est que tu le mets? Pensez-y, Michael H s'en vient aussi. Fait que où c'est que tu le mets? Parce que si tu le fais venir, tu dois le faire jouer. Et il faut penser en considération, si tu veux le signer pour le faire aller à Laval, le salaire maximal là, à Laval là, pour un joueur sur un contrat d'entrée est à peu près 90 000. Avec le bonus de signature, 180 000. Pas beaucoup là, pour un joueur pour faire la transition et se faire taxer quasiment 50%. Tandis qu'il en gagne plus en Russie, puis il est chez eux, puis il joue 15 à 17 minutes par match. Donc, à cause de toutes ces raisons-là, je crois que les chances de voir Zarovski avec le Canadien avant la fin de la saison, je le mettrais peut-être à 20%. Donc, le monde va dire « So you're saying there's a chance ». Très petite, très, très petite. Je serais bouleversé, plus que Marty avec le Wild du Minnesota, je serais bouleversé à terre si Zarovski finit la saison de 2025-2026 avec le Canadien de Montréal. Ceci étant dit, je vous garantis que les chances sont 99,99999% des chances qu'on va le voir à Montréal avril 2027. Avril 2027, donc ajoutez Dans la un date à votre calendrier. Ça s'en vient, Zarovski. OK, on passe à une question de Mathieu Lesage. Je me suis toujours demandé pour quelle raison, même avant la guerre, aucun entraîneur russe n'est venu en Amérique, mais l'inverse est fréquent. Moi, j'ai l'impression, les gars, je pense qu'il y a peut-être deux raisons. Puis là, je me risque, c'est une hypothèse, mais j'ai l'impression que, premièrement, l'aspect communication. Si t'es un Russe qui est moins efficace en anglais et tout ça, tu débarques dans un vestiaire de la Ligue nationale. Tu sais, je vais prendre un parallèle boiteux, mais regarde, il y a plein de Québécois qui ont peut-être manqué d'un pot d'occasion parce que leur anglais n'était pas le meilleur. J'ai l'impression que ça, c'est un aspect qui peut nuire. Puis deuxièmement, j'ai l'impression que c'est les styles un peu aussi. Je pense que les styles d'entraîneurs du côté de la Russie, tout ça, ça va être un peu plus... je dis pas simplement Russie, mais peut-être Europe en général. C'est un peu plus de prendre notre temps, d'organiser des attaques à 5 joueurs,
Ça s'applique, moi, à la LNH. Je prends souvent l'exemple de Charles-Édouard Dastou qui m'expliquait ça. Il disait, dans la LNH, c'est jouer rapidement. Prends la rondelle, envoie ça de l'autre côté, puis il va toujours de l'avant. Ouais. Tandis que, lui, dans son cas, c'était la Finlande. Il a commencé à faire ça, puis il dit, non, on fait pas ça ici. Tu dois prendre ton temps, attends que les attaquants reviennent t'aider, attends qu'on soit capable de construire là-dessus. Donc, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu ça, alors que l'inverse... Puis là, ça va être trop drôle ce que je vais dire, mais en Russie, présentement, l'affection pour le style défensif robuste qu'on voyait, disons, fin 1990, début 2000, on le voit un petit peu. Donc, c'est pourquoi parfois on voit des entraîneurs... Les anciens entraîneurs, ouais. Des anciens entraîneurs de la LNH très axés sur le défensif, les détails et tout ça, qui débarquent là et qui ont quand même quelques saisons. Je pense que ça peut expliquer certaines choses. Ça me fait penser, tu sais, quand tu parles les Québécois, l'anglais était peut-être pas au menu, exemple. Ça me fait penser au petit kid qui s'est fait repêcher dans le repêchage de la Q il y a une couple d'années. Maman, comment qu'on dit implication physique? Tu te souviens-tu, c'était qui? Ça? Je vais aller faire mes recherches. Je te salue si tu nous regardes. Mais écoute, il y a une des raisons, c'est la communication 100%. Le style joué en KHL ne se traduit pas dans la Ligue nationale, selon moi. Je pense que ça va prendre un entraîneur de premier plan de faire le saut et commencer comme entraîneur adjoint pour ensuite apprendre le style, être dans le moule, que ça devient inné et ensuite accéder comme entraîneur-chef. Parce que, tu sais, déjà là, il n'y en a pas beaucoup d'entraîneurs-chefs européens dans la Ligue nationale. Il y en a peut-être juste eu un récemment. Ouais. C'était à Chicago. Donc, quand tu regardes ceci, tu te dis moins de chance. Par contre, Igor Larionov, pour moi, est le candidat. Si jamais on va voir un Russe comme entraîneur-chef dans la Ligue nationale, pour moi, c'est lui qui pourrait avoir une chance de le devenir dans le futur. Parce que lui, il communique très bien en anglais. Là, avoir communiqué avec déjà, là, il communique très bien en anglais, connaît la langue, connaît les styles, travaille bien avec les jeunes, c'est sa force. Donc, pour moi, c'est un joueur qui pourrait faire le saut éventuellement, qui sait, avec peut-être le Détroit dans le futur, mais un entraîneur qui pourrait, selon moi, être l'exception à la règle. Excellent. Merci, messieurs, pour les quelques questions du public. Comme l'a dit Oli tantôt, n'hésitez pas. Dans la barre de commentaires sur YouTube, on est disponible pour répondre à vos questions dans notre prochain épisode. On va compléter justement avec l'espoir de la semaine pour le prochain repêchage avec Marty. Là, j'avais hâte d'en parler, les gars. Je suis allé avec Oscar Hemming cette semaine. Et Oscar Hemming, ce qu'il faut comprendre, c'est que la semaine dernière et il y a 2 semaines, il y avait ce qu'on appelle le Beanpot. Je le mentionne souvent, c'est un tournoi qui réunit les 4 plus grandes universités à Boston. C'est pas compliqué. Tu as 2 matchs pour les demi-finales. Tu as la finale par la suite. Et Boston College a gagné ce match-là. Mais ce qui est intéressant dans le cas d'Oscar Hemming, qu'on n'a pas vu tout court de la première moitié de saison. Il y avait des enjeux avec son équipe en Finlande. On voulait l'amener dans la OHL. On le menaçait de le suspendre au niveau international, des choses comme ça. Mais finalement, c'est arrangé. Il est arrivé à Boston College. Et là, premièrement, on a l'occasion de le voir. Mais là, dans ce tournoi-là, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que les joueurs tirent toujours beaucoup de fierté de gagner le Beanpot. Oui, ça semble pas grand-chose, un mini-tournoi que tu organises en plein milieu de la saison, mais on prend ça au sérieux. Et moi, ce que j'ai aimé d'Oscar Hemming, non seulement il est débarqué là, on l'a utilisé sur un trio avec James Higgins et il a été... Il n'y a pas eu de point final, mais c'est la seule chose qu'il n'a pas fait. Il était physique, capable de se battre contre tout le monde dans les coins. Écoute, je l'ai vu contre Sacha Boisvert, il était capable de malmener Boisvert. Puis Boisvert, on le sait, là, c'est quelqu'un qui est capable d'avoir le point solide, qui est fort physiquement également. Puis les jeux qu'il était capable de faire, les passes, la vitesse était au rendez-vous. Le rythme de jeu de la NCAA, il n'y avait aucun problème pour lui. Ça allait bien, il amenait des chances de marquer, il allait au filet. Il a d'excellentes mains également, donc capable de provoquer beaucoup de choses. Au point où là, j'en arrivais à me dire, et lui, il est très imposant. Le 6 pieds 3 plus, c'est au-dessus de 200 livres, un format géant. Mais là, tu es dans la NCAA, tu performes déjà, tu es déjà un des meilleurs joueurs d'une bonne université. Tu as le gabarit, tu as la vitesse. Et lui, c'est un joueur qui est très jeune également. Il est né de mémoire en août 2008. Moi, je pense, les gars, premièrement, dans mon top 10 de mi-saison, je l'avais dans mon top 10 et je pense qu'il va continuer de grimper. On a parlé d'Albert Smith en début d'épisode, de Chase Reed et compagnie.
Moi, je pense qu'il faut mettre Oscar Hemming dans cette conversation-là. C'est un des favoris, selon moi, pour le top 5. Là. Moi, Ok. c'est ça que j'ai entendu surveiller, là. Le gabarit, hein. By the way, vous autres, vous faisiez quoi le 8 août 2008? Boy. Vous étiez où, là? Parce que là, moi, je me sens vieux en temps. Ben, 8 août 2008, on était pas mal déjà en train de commencer à travailler au début de la carrière. Hein? Je devais être sur le point de fêter ma fête. Ma fête est le 9, donc... Fait que lui, il était sa boisson. Ouais. il J'avais était en déjà train une de saison travailler. de hockey décrite avec les Tigres, en tout cas. Moi, Wow. j'étais journaliste au Port-Cartois, le journal local de l'endroit. Ça me rajeunit pas. Ça existe même plus encore, mais vous en ce moment. Les gars, ça a été excellent. Tout un épisode encore cette semaine. Merci d'avoir été des nôtres. On continue de suivre de près le tournoi des Jeux olympiques. Et quand on va se reparler, on va être quelques jours à peine que ça reprenne dans la Ligue nationale. Merci de votre fidélité. À nouveau, on remercie NordVPN, notre commanditaire officiel de l'épisode de cette semaine. Et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye. You win. Processus. Avec Anthony Marcotte, Martin Thériault et Marco D'Amico.